Ah, les vampires, vaste sujet. Rien que le terme devrait suffire à évoquer chez vous tout un tas d'images issues de la culture populaire. Quel que soit votre âge, quels que soient vos goûts, peu importe d'où vous venez, je sais qu'en entendant le mot vampire, vous êtes toutes et tous capables de me citer au moins 5 suceurs de sang célèbres sans bégayer. Peut-être que vous avez même passé une partie de votre enfance à rêver d'en devenir un. Peut-être que vous avez passé une partie de votre adolescence à rêver d'en séduire un. Peut-être que c'est toujours le cas. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, les vampires n'existent pas. C'est bien trop gros. Il y a plein de trucs dans leur constitution qui ne sont pas logiques et qui ne peuvent pas être expliqués par une mutation génétique. Non, les vampires ne peuvent pas exister. Ou alors, peut-être qu'ils ont tout simplement appris à vivre avec leur temps. Je suis Taous Merakchi. Vous écoutez Feu de camp, saison 6, le podcast énergie qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. Le mythe du vampire existe sous différentes formes dans un grand nombre de cultures du monde entier. Certaines recherches affirment qu'il existe dans 98% des cultures existantes. Mais en Occident, celui qu'on connaît se présente toujours plus ou moins avec la même apparence. Celle d'un individu charismatique, pâle comme un cadavre, aux canines acérées, qui se nourrit de sang humain. Selon les versions, il peut être plus ou moins sexy, plus ou moins sexuellement actif aussi. Il a un certain nombre de faiblesses qui là aussi varient selon les auteurs. Il craint la lumière du soleil, l'argent, l'ail, n'a pas de reflet et peut être tué à l'aide d'un pieu dans le cœur ou en se faisant décapiter. À côté de ça, il est fort comme 10 hommes, se déplace à une vitesse surnaturelle, peut parfois se changer en brouillard, en loup ou en chauve-souris. Et tant qu'on évite ses points faibles, il est immortel et pratiquement invincible. Dans sa version masculine, il a souvent un penchant pour les jeunes femmes, surtout quand elles ont l'âge d'être au lycée et qu'elles sont encore vierges. Mais ça, c'est un autre débat. Le fait est qu'il existe plusieurs récits traitant de véritables vampires ayant sévi en Occident, et notamment en Europe. Une partie de ce qu'on sait sur l'existence supposée de vrais vampires en Europe nous vient du moine Antoine-Augustin Calmet, qui a tout compilé dans son enquête intitulée « Dissertation sur les apparitions des anges, des démons et des esprits, et sur les revenants et vampires de Hongrie, de Bohême, de Moravie et de Silésie », publié en 1746. Rien que ça. Le texte complet est disponible sur le site de la BNF, mais parmi les cas dont il parle, il y a par exemple celui du soldat serbe Arnold Paul, qui racontait à qui voulait bien l'entendre qu'il avait déjà survécu à l'attaque d'un vampire. Après sa rencontre avec la créature, il s'est débarrassé de son influence en trouvant sa tombe, dont il a extrait une petite poignée de terre qu'il a ensuite ingurgitée, avant de s'enduire le corps du sang du vampire. C'est vite fait, ça fait pas trop de bordel, vraiment une super astuce. Bref, il semblerait que ça ait fonctionné, puisqu'après cet événement, le soldat peut enfin reprendre le cours de sa vie comme si de rien n'était. Quelques années après l'incident, en 1727, l'homme est victime d'un accident et tombe d'une charrette de foin. Sa nuque se brise et il meurt sur le coup. Arnold est enterré et la ville passe à autre chose. Mais 3 semaines plus tard, 4 villageois se mettent à hurler que le soldat est revenu d'entre les morts et qu'il n'arrête pas de les harceler. Peu de temps après, les 4 villageois tombent raides morts sans qu'aucune explication ne soit trouvée à leur décès soudain. Le reste de la population repense alors à ce qu'Arnold leur avait raconté à propos de sa rencontre avec un vampire et décide alors de prendre les choses en main pour immédiatement mettre fin à son petit cirque. 40 jours après ses obsèques, le corps du soldat est exhumé. À la grande surprise des villageois rassemblés autour de son cercueil, il ne présente aucun signe de décomposition. Il est toujours fringant, son teint est plutôt vif, et du sang frais s'écoule même de ses yeux, de son nez, de sa bouche et de ses oreilles. D'ailleurs, tous ses vêtements sont couverts de sang. Pour ses anciens voisins, ça ne fait aucun doute. Arnold est un vampire. Sans ménagement ni discussion, il plante donc un pieu en bois dans son cœur, et lorsque l'objet le transperce, le corps d'Arnold se met à tressauter, et un hurlement de douleur s'échappe de sa gorge. Du sang s'écoule de sa plaie, encore une preuve de son statut, et pour le neutraliser définitivement, les villageois prennent des mesures supplémentaires. Sa tête est tranchée, et ses restes sont incinérés, juste histoire d'être sûr qu'il ne reviendra pas. Mais les habitants ne s'arrêtent pas là. Pour ne prendre vraiment aucun risque,
Ils exhument ensuite les 4 victimes d'Arnold pour leur faire subir le même sort. On n'est jamais trop prudent. Et puis bon, au pire, ils ont juste profané des tombes et porté atteinte à l'intégrité de 5 cadavres, ça va, c'est pas... Bon, c'est pas joli, mais ça va quoi. Il n'y a pas mort d'homme, enfin, remords, bref. Tout ça m'inspire surtout une idée. Je vais rajouter une ligne à mes dernières volontés pour que mes proches, si ma mort s'avérait être aussi con qu'une chute de charrette de foin, répandent des rumeurs sur mon supposé vampirisme pour qu'on se souvienne de moi pour ça plutôt que pour mon accident bête. 2 ans avant la mort d'Arnold, un autre cas avait déjà secoué la région, celui de Peter Plogojewicz. C'est probablement dans le récit de son histoire que le mot vampire a été utilisé pour la toute première fois, ce qui n'est pas négligeable comme patrimoine. Peter, un paysan serbe, décède en 1725 à l'âge de 62 ans. Tout le monde est triste, on l'enterre, et puis la vie reprend son cours, mais pas longtemps. Parce qu'au bout de 3 jours, l'homme revient chez lui et demande à son fils de le nourrir. Celui-ci s'exécute, dans quel état psychologique on l'ignore, et Peter mange, puis se tire. 2 jours plus tard, l'homme revient et demande à nouveau à son fils de lui donner quelque chose à manger. Celui-ci refuse, et il est retrouvé mort le lendemain. Les conséquences de ce refus ne s'arrêtent pas là, puisque dans les jours qui suivent, plusieurs villageois se plaignent de recevoir la visite de Peter dans leurs rêves, et pas pour tresser des pâquerettes manifestement, puisqu'ils racontent que l'homme ne cesse de les mordre pour boire leur sang. Au fil des jours, ils ne sont pas moins de 8 à mourir, vidés de leur sang. 8, ça fait beaucoup. Donc au bout d'un moment, il y en a marre. Les autorités sont alertées, et le corps de Peter est exhumé. Surprise, surprise, son corps ne présente aucun signe de décomposition, son teint est frais, et il a un peu de sang au bord des lèvres. Un pieu est alors planté dans son cœur, et Peter surgit de sa tombe, vomissant des litres de sang et hurlant de douleur avant de retomber inerte. Certains récits précisent que l'acte lui a aussi déclenché une érection. Vous faites ce que vous voulez de ce détail. Et bien sûr, sa dépouille est ensuite incinérée. Après cette petite sauterie, plus aucun villageois ne se plaint de recevoir des visites nocturnes. Mais d'autres versions de l'histoire racontent que Peter a senti le vent tourner avant l'intervention des habitants du village et qu'il a fui en direction de l'Angleterre. De l'autre côté de l'Atlantique, ça s'agite aussi pas mal au XIXe siècle sur la question des vampires, comme en témoigne la triste histoire de Mercy Brown. En 1892, dans une petite ville du Rhode Island, cette jeune femme de 19 ans décède des suites de la tuberculose, qui fait des ravages à cette époque-là. Sa mère et sa sœur ont déjà été emportées par la maladie, et son frère Edwin en est atteint, poussant le voisinage à se dire que les 3 femmes le tourmentent sans doute depuis leur tombe. Oui, c'est une conclusion parfaitement logique, j'en conviens. Toujours est-il que tout le monde croit dur comme fer à cette possibilité. Mercy est donc exhumé pour qu'on puisse en avoir le cœur net. Et oh là là, incroyable, son corps ne présente pas de signe de décomposition et sa bouche est bordée de sang. Et là vous allez me dire, ah oui, et donc le pieu et tout ça, bah non, on va varier un peu les plaisirs. Cette fois, les amis et voisins de la famille Brown décident d'extraire le cœur du cadavre de Mercy, de l'incinérer, puis de mélanger les cendres dans du liquide pour créer une potion qu'ils font ensuite boire à Edwin dans le but de le soigner. Mais à la place, il meurt 2 mois plus tard. Parmi les villes américaines auxquelles vous pensez quand je parle de vampires, je suis sûr que vous avez tout de suite visualisé les rues de la Nouvelle-Orléans. On peut remercier l'écrivaine Anne Rice pour la propagation de ces images, bien qu'elle n'en soit pas la créatrice, puisque les vampires font partie du folklore régional depuis bien longtemps. Dans une interview pour le site today.com, le folkloriste Jonathan Weiss décrit la ville ainsi. « Je dis toujours que la Nouvelle-Orléans vous sourit, mais ne montre jamais les dents, car si vous pouviez les voir, vous ne reviendriez probablement jamais. Les vampires sont profondément ancrés dans l'histoire de la capitale de la Louisiane. » Une des histoires les plus marquantes de la ville remonte à l'année 1932, lorsqu'une jeune fille en détresse se jette sur des policiers en pleine rue pour leur faire un récit qui les laisse perplexes. Elle raconte qu'elle vient de s'échapper après avoir été retenue plusieurs jours en otage par 2 individus et guide les hommes de loi vers un appartement où d'autres victimes sont retrouvées ligotées. Toutes présentent les mêmes blessures au niveau des poignets. Des entailles superficielles mais nombreuses, cachées sous des bandages encore humides. Mais dans une autre pièce, 2 corps sont retrouvés sans vie, enroulés dans des couvertures. Les suspects sont rapidement identifiés. Il s'agit de 2 frères, John et Wayne Carter. Leurs otages racontent que les hommes reviennent tous les soirs à la tombée de la nuit pour ouvrir les poignets de leurs victimes, laisser leur sang s'écouler dans des coupes dont ils boivent jusqu'à ce qu'ils se sentent rassasiés, puis de bander les plaies et de s'éclipser avant le lever du soleil. Ce soir-là, ne sachant pas qu'une de leurs victimes s'est échappée,
John et Wayne retournent chez eux comme à leur habitude, prêts à reprendre leur monstrueuse routine. Lorsqu'ils entrent dans l'appartement, la police leur saute dessus et les arrête sur le champ. Les deux hommes ne cherchent même pas à mentir et se confient immédiatement, suppliant même les forces de l'ordre de les exécuter. Ils affirment être des vampires et ajoutent que, s'ils venaient à être libérés, ils reprendraient leurs méfaits immédiatement, ne pouvant pas contrôler leur soif de sang. Les choses se font néanmoins dans l'ordre. Après leur arrestation, les hommes ont droit à leur procès, en tant que tueurs en série, pas en tant que vampires, puis ils sont condamnés et exécutés. Mais je vous vois venir encore, à me dire que oh là là, tout ça, ça date, on est en 2023 là, ça n'existe plus toutes ces âneries. Eh bien figurez-vous, mes chers petits, qu'une étude menée en 2015 par l'Alliance des vampires d'Atlanta, oui, ça existe, a révélé qu'au moins 5000 personnes s'identifient comme des vampires aux États-Unis. Le fondateur de l'Alliance s'appelle Merticus, il est âgé d'une 40aine d'années, se définit comme vampire depuis 1997, et oui, il se nourrit de sang humain. Mais attention, c'est un vampire moderne, et le sang qu'il boit ne provient que de donneurs consentants, souvent dans un contexte sexuel. Il est marié à une personne qui ne se définit pas comme vampire, mais qui accepte de lui faire don de son sang régulièrement, et Merticus affirme que leur relation est extrêmement solide et saine. Comptez pas sur moi pour juger les pratiques de deux adultes consentants qui ne brisent aucune loi. D'ailleurs, je vais peut-être ajouter une ligne ou deux à ma bio Tinder, juste pour voir. Je suis curieuse. Non mais je veux pas mourir idiote, quoi. Allez, à plus, comme le groupe sanguin. Vous l'avez ? La bise. Feu de camp est un podcast d'énergie création, écrit par Taous Merakchi et réalisé par Romain Nicolas.